Bonjour à tous, bienvenue sur Mokonzi TV, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je continue donc ma série sur les 4 piliers pour ouvrir son entreprise. Je m'appelle Kevin Numazalai, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder spécifiquement le système fiscal congolais et je parle évidemment ici du Congo Brazza, à ne pas confondre avec la RDC qui a un autre système fiscal, mais on pourra en toucher un mot. Alors avant qu'on commence, évidemment, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et également à partager donc cette vidéo si vous la trouvez intéressante et que vous pensez que le contenu est pertinent. Vous pouvez aussi nous retrouver sur mokonzi.com/podcast. Vous allez retrouver toutes les adresses, de notre podcast Mokonzi Insider avec des interviews, avec des entrepreneurs congolais qui partagent leur savoir-faire et qui partagent, ce qu'ils font en ce moment. Donc voilà, je vous invite à écouter, ce podcast disponible sur, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Vous pouvez écouter, télécharger les épisodes gratuitement. Alors, on va commencer tout de suite, notre petite présentation que j'ai prévue pour vous, pour parler du système fiscal, qui est donc le système fiscal que nous avons au Congo. Je rappelle juste que cette vidéo n'est pas une vidéo, qui fait l'objet de conseils juridiques, ou de conseils, fiscaux, si on peut dire ça. Je ne suis pas conseiller fiscal moi-même, donc je vous invite à vous faire accompagner par des, professionnels dans le domaine, qui eux vont vous montrer un peu plus les subtilités qu'il y a. Ici, il s'agit vraiment de, je dirais dégrossir un peu les poteaux, de mieux comprendre un petit peu comment le système fiscal, fonctionne et si oui ou non, on verra à la fin, si on peut considérer que le système fiscal congolais est compétitif ou non. Mais on va vous montrer quelques petites subtilités. Alors, tout d'abord, le système fiscal, donc c'est un petit peu ce que nous allons, voir ici. On va regarder donc juridiction fiscale et résidence fiscale, hein, c'est 2 choses importantes à connaître, les impôts et taxes, le type d'impôt qu'il faut connaître, la compétitivité du système fiscal congolais, on va essayer d'effleurer un petit peu la question, rapidement et puis évidemment, il y a la question sur les zones économiques spéciales qui, en tant que telles, est un dispositif, juridiques puisqu'elles font l'objet d'une loi, mais voilà, elles proposent aussi théoriquement des avantages fiscaux intéressants, donc il faut qu'on regarde un petit peu, ces, éléments-là. Voilà. Alors, on va parler de juridiction et je vais vous, partager mon écran pour que vous puissiez un petit peu, voir de quoi il, s'agit. Non, on va reprendre ici, voilà. Donc résidence fiscale et juridiction fiscale. D'accord? Ce sont 2 choses qui sont, un petit peu différentes, mais qui voilà, sont regroupées un petit peu ensemble de temps en temps. Alors ici, on a pris quelques définitions en ligne. La loi de finances donc pour l'année 2020 a introduit une définition de la notion de résidence fiscale, à savoir une activité économique et réputée exercée au Congo lorsque cette activité est habituellement exercée soit par l'intermédiaire d'une filiale ou par l'intermédiaire de représentants sans personnalité professionnelle, autonome ou sans personnalité professionnelle indépendante. Une telle activité se traduit par des opérations qui forment un cycle commercial complet. Donc en gros, si vous avez vos activités au Congo, vous êtes résident fiscal au Congo, en réalité. C'est un petit peu ce que dit cette définition, et vous êtes résident dès lors que vous avez des activités là-bas sur place, même si vous les faites à partir d'une filiale, et ou par l'intermédiaire d'un résident d'un intermédiaire de représentant sans personnalité professionnelle autonome ou sans personnalité professionnelle indépendante. Donc si vous passez par un tiers, et ben, vous êtes quand même résident fiscal. Mais alors, c'est certainement la personne qui est votre représentant qui sera votre résident fiscal. Ensuite, il y a la notion de juridiction fiscale et la juridiction fiscale, j'ai fait une petite erreur ici, peut être une ville, un État, un pays ou un autre, gouvernement qui prélève des impôts dans ses limites. Donc, par exemple, quand, on parle des impôts au Congo, on parle bien du territoire congolais, de l'ensemble du territoire congolais qui fait l'objet d'une juridiction fiscale. Si le Congo avait, par exemple, des îles, au large du Congo, où des entreprises peuvent s'y installer, eh bien, on peut dire ou aussi, par exemple, si le Congo avait tout simplement,
des îles, mais qu'ils préfèrent adopter un 2e système, de fiscalité sur ces îles-là, par exemple, eh bien, ce serait un autre régime, ce serait une autre juridiction fiscale. La juridiction fiscale, c'est vraiment le périmètre, on parle vraiment ici du territoire, c'est la dimension géographique qui est là, qui est importante. Donc ces impôts, ils peuvent être perçus en fonction donc, de la résidence des revenus perçus ou de tout autre régime dans les limites physiques de la juridiction. Chaque juridiction peut avoir une, manière différente sur laquelle fonder ses impôts, ainsi que sa propre manière de calculer les impôts. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre la notion de juridiction fiscale parce qu'en réalité, hem, là où vous êtes situé, vous dépendez donc d'une juridiction. Et donc, c'est important de comprendre quelles sont les règles dans cette juridiction pour que, bah, vous puissiez bénéficier des avantages, de cette juridiction en question. Donc c'est pour ça il faut bien comprendre cette notion-là et que si vous avez une entreprise qui est basée à un endroit et que vous souhaitez aller dans un autre endroit, il faut aussi comprendre comment, les juridictions fiscales de d'autres pays traitent les filiales, traitent les entreprises étrangères, quels sont les régimes particuliers qu'elles imposent sur ces entreprises-là, quels sont les accords qu'elles peuvent avoir entre le pays dans lequel vous avez ce qu'on appelle, toute la gestion d'entreprise, tout ce qui est le management de l'entreprise et puis donc les filiales qui sont dans d'autres pays. Donc tout ça, c'est des questions. C'est pour ça que la dimension de l'accompagnement sur ces questions-là, elle est hyper importante parce que votre stratégie fiscale, pour optimiser votre fiscalité, surtout quand vous êtes, dans différents pays, appelle à une forme de diversification et appelle aussi évidemment à de la stratégie, pour que vous puissiez pas payer, beaucoup d'impôts d'un côté et beaucoup d'impôts d'un autre côté, mais que les choses soient un petit peu optimisées et que, vous ayez quelque chose à la fin, pas que tout parte dans les impôts sous prétexte que vous êtes dans plusieurs juridictions fiscales. Donc ça, c'est voilà, ça c'est un des premiers points. Ensuite, il y a évidemment la notion des impôts et des taxes puisque, dans tous les pays, vous avez des taxes et vous avez aussi des impôts. Il y a une différence qui est assez subtile là-dedans. Hem, mais on va vous montrer quelques éléments d'impôts et de taxes ici. Donc, par exemple, les impôts au Congo, typiquement, ce sont, bah, la patente, c'est, l'impôt sur les sociétés, c'est l'impôt sur les revenus des personnes physiques, c'est aussi l'impôt des revenus sur les revenus des personnes physiques, catégorie bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, donc IRPP et BICA. Vous avez le IRPP BNC également qui est pour les bénéfices non commerciaux et vous avez donc l'IGF qui est donc l'impôt global, forfaitaire, et qui fait l'objet d'un impôt. Donc typiquement les impôts, sont en fait des impôts qui sont soit prélevables sur, vos revenus ou soit prélevables sur votre bénéfice. Donc ils sont calculés en fonction de en fonction de l'un ou de l'autre en fait. Et au Congo, on a cette, particularité de soit avoir des impôts directement sur le bénéfice ou soit d'avoir des impôts sur, le chiffre d'affaires, et ce dans une, logique de pouvoir aussi avoir tout le monde qui contribue, en fait. Ensuite, les taxes, vous avez par exemple la TSS qui est donc la taxe spéciale sur les sociétés, la TVA, vous avez donc TVA qui est donc la taxe sur la valeur des valeurs ajoutées, centimes additionnels qui vont de pair ensemble, hein. La TUS, donc la taxe unique sur les salaires. La taxe d'occupation des locaux et puis, la TI, donc la taxe immobilière. Donc chacune de ces taxes est payable au Congo, si vous êtes au Congo, si vous exercez au Congo. Alors évidemment, dans les 2 listes, vous allez comprendre que, il y a un petit peu de mélange pour ceux qui sont salariés et puis les entreprises, d'accord? Si vous êtes salarié, évidemment, vous allez pas vous retrouver à payer l'impôt sur les sociétés, ça n'a pas de sens, vous êtes pas une société. Mais par contre, vous allez payer l'IRPP. L'IRPP se calcule en fonction donc, de vos circonstances personnelles, à savoir si vous êtes marié, si vous avez, des enfants à charge, si vous avez des dépendants à charge. Donc tout ça est calculé avec un système de parts. Et puis également, bah, ce que vous gagnez, quel est votre salaire brut? Qu'est-ce que vous avez comme élément dans le salaire? Donc on va pas rentrer dans ces éléments-là parce que c'est pas ce qui nous concerne vraiment ici. Mais on a par contre, l'impôt sur les sociétés qui lui est un élément très important, et qui donc, concerne vraiment les sociétés. Vous avez
aussi la patente qui, elle, fait l'objet donc, d'une somme, payable, donc chaque année. Et donc vous avez un document qu'on vous délivre, que vous devez afficher dans votre, espace commercial pour que s'il y a contrôle, on puisse vérifier que vous avez bien payé la patente. Donc voilà, ça ce sont les impôts. Impôt global forfaitaire, donc c'est ce qu'on a expliqué ici, que voilà, il y a certaines entreprises qui sont soumises à un régime fiscal particulier. On va regarder ça aussi. Voilà et puis le reste, c'est les IRPP. On va revenir un peu sur les taxes. Donc il y a les taxes évidemment qui sont payables par des sociétés, donc aussi la TSS payable par des sociétés, taxe spéciale sur les sociétés. La TVA aussi, alors normalement elle est payable par les sociétés aussi, donc il faut s'enregistrer pour être, contribuable pour la TVA et donc la prélever. Ce qui veut dire aussi que quand vous payez des articles ou des services avec de la TVA, cette TVA aussi, vous pouvez la récupérer. Donc il y a en fait, la TVA déductible et la TVA qu'on doit vous rétrocéder. Donc il y a un calcul et on voit comment on déduit l'un de l'autre, en fait. Donc si on vous doit plus que ce que vous ne devez, normalement, c'est l'État qui vous doit vous rendre l'argent. Et si c'est l'inverse, c'est à vous de payer le complément. Donc vous avez la TUS, la taxe unique sur les salaires. Bon pareil, ça concerne les salaires. La TOL, donc taxe d'occupation des locaux à usage professionnel, est une taxe pour toute entreprise occupant un local commercial. Donc ça aussi, voilà, c'est des trucs qu'il faut connaître. La taxe immobilière TI, est une taxe annuelle pour les propriétaires ou les locataires d'une, propriété bâtie et également sur les propriétés non bâties à usage, professionnel. Donc pareil, ça c'est des choses que vous allez devoir payer. Donc voilà ce qui conclut un petit peu pour la partie des impôts, d'accord? Et avant qu'on rentre sur la complexité du système fiscal congolais, je vais juste donc, partager quelques éléments ici, pour vous montrer un peu de quoi on parle quand il s'agit des taxes et autres. Alors, je vais vous partager, mon écran pour que vous puissiez voir un petit peu, un site que j'ai l'habitude de consulter, qui est donc le site de PwC, qui est donc, PricewaterhouseCoopers, qui est l'un des plus grands cabinets, d'audit et de comptabilité dans le monde. Ils sont présents partout. Alors ils ont un site qui s'appelle taxsummaries.pwc.com, et sur lequel vous pouvez en fait, retrouver l'ensemble des juridictions fiscales qui existent dans le monde ou du moins dans lesquelles ils travaillent. Vous trouverez donc, ce genre de système, ce genre de site internet un peu similaire avec KPMG, avec, Ernst& Young, et puis, Deloitte aussi, je crois qu'ils font quelque chose comme ça. Mais bon, j'aime bien celui de PwC, il y a évidemment des informations pertinentes et puis la manière dont ils les présentent sont plutôt sympas. Donc vous avez en fait ici la possibilité de choisir l'onglet, donc vous pouvez choisir vraiment tous les pays, hein, ça part de l'Albanie jusqu'au Zimbabwe évidemment, Vietnam, Venezuela, Ouzbékistan, États-Unis. Donc vous pouvez regarder, et consulter gratuitement, toutes les informations et ils mettent à jour évidemment ces informations. Donc là, la dernière révision a été faite le 23 janvier 2024, d'accord? Donc c'est très frais, c'est très, très à jour. Et on vous donne en fait ici une sorte de résumé vite fait de ce qui se passe. Donc les sociétés enregistrées au Congo sont imposées selon le principe de territorialité, donc c'est pour ça que je vous parlais donc de la notion de résidence fiscale et de juridiction fiscale. En conséquence, les sociétés congolaises exerçant des activités en dehors de la République du Congo ne sont pas imposées en République du Congo sur les bénéfices y afférents, donc ce qui est assez logique. Mais le concept de territorialité, c'est un concept qui est important à saisir. Pourquoi? Parce que dès lors que vous faites du business à l'intérieur d'un certain territoire, vous êtes imposé dans ce territoire. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Il y a 2 pays dans le monde qui, sur la base de votre nationalité, peuvent décider que vous êtes imposable également. Donc les États-Unis, par exemple, et l'Érythrée sont les seuls à imposer enfin, d'imposer son enfin, rendre les citoyens de leur pays imposables, au niveau de leur pays, sachant qu'ils peuvent être, même à l'étranger. Donc un Américain qui est, au Royaume-Uni ou qui est, en France ou qui travaille, au Vietnam et autres,
il est aussi imposable, chez lui. Pareil pour un Érythréen, il est imposable chez lui. Donc en l'absence de convention fiscale stipulant le contraire, une société non résidente est redevable de l'impôt sur les sociétés. Donc, ce qui veut dire que si vous avez une filiale au Congo, vous êtes basé en France, vous avez une filiale au Congo, bah, votre filiale au Congo va devoir payer l'impôt sur les revenus donc réalisés en République du Congo ou provenant, de ou résultant de travaux, services de toute nature fournis ou utilisés en République du Congo. Le taux standard de l'impôt sur les sociétés de la République du Congo est de 28, d'accord? Avec certaines exceptions. Ici, le WHT, en fait, c'est le withholding tax, qui est donc une taxe qui est prélevée à la source, d'accord? On a donc, 5, 5,75, 10 et 20, et imposée sur les revenus provenant de la République du Congo et provenant des sociétés étrangères qui n'exercent pas nécessairement en République du Congo. Donc, ça, ce sont des taxes qui, en fait, doivent être, retenues à la source quand, voilà, vous êtes à l'étranger, vous avez une société à l'étranger et vous faites du business avec le Congo et que quelqu'un au Congo vous paye, il doit en fait voilà, faire une retenue de ce genre de montant, et évidemment, il y a plusieurs cas, il faut donc, vous avez un onglet ici pour avoir plus d'informations sur cet aspect-là. Impôt minimum, donc impôt minimum est payé est à payer est de 1 du chiffre d'affaires et ne peut être inférieur à 1 million de francs CFA. Donc, ça c'est voilà, vous êtes imposable dès lors que vous dépassez les 1 million de francs CFA et vous devez payer 1 du chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, le système fiscal congolais, voilà, s'appuie sur ces 2 éléments-là où soit vous êtes imposable sur votre bénéfice ou soit vous êtes imposable sur votre chiffre d'affaires. D'accord? Donc on continue ici avec des tarifs spécifiques par industrie. Les industries des secteurs suivants sont exonérées de l'impôt sur les sociétés. Donc l'agriculture, l'agropastoral, la volaille ou la pêche, sont, donc, exonérés. Un taux de 25 s'applique aux sociétés de microfinance et aux écoles privées organisées en entreprise. D'accord? Un taux d'impôt sur les sociétés de 28 s'applique aux sociétés minières et aux sociétés immobilières. Et un taux, de 33 est appliqué sur un bénéfice réputé égal à 22 de la rémunération brute totale, soit un taux d'imposition effectif de 7,26 du chiffre d'affaires imposable réalisé au Congo, provenant des sources rendues par entreprises étrangères éligibles à ce régime fiscal simplifié, entreprises et succursales locales qui réalisent plus de 70 de leur chiffre d'affaires annuel auprès des compagnies pétrolières et des sociétés des services pétroliers. Dans ce cas, l'impôt sur les bénéfices présumés est considéré comme une charge finale. Activité de restauration réalisée ou livrée sur les sites pétroliers. Bon, vous l'aurez compris déjà en lisant tout ça là que c'est, assez complexe, ça se complexifie juste, un petit peu comme ça. C'est pas, très, très clair, mais voilà, si vous êtes dans l'agriculture, on vous dit agriculture ici, bon, il faut savoir que l'agriculture c'est très large. Donc, le fait qu'il précise agropastoral, volaille et pêche, en réalité, tout ça est inclus dans l'agriculture. Donc ça, c'est important de le voir et de le savoir. Qu'il y a pas d'impôt pour les gens qui sont dans l'agriculture. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder cet aspect-là. Opération de siège de sociétés étrangères, on vous en parle ici aussi. Fiscalité forfaitaire mondiale, l'impôt forfaitaire global est de 5 ou de 8 de la marge annuelle, et s'applique en lieu, et place du taux standard de l'IS. Il est calculé sur le chiffre d'affaires annuel des entreprises imposables au régime forfaitaire dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les 100 millions de francs CFA. Donc en fait, quand on lit tout ça sur le site de PwC, on se rend bien compte qu'il y a évidemment des éléments qui sont intéressants. Tout n'est pas gris, tout n'est pas noir dans le système, fiscal congolais, d'accord? Il y a des éléments qui peuvent être pertinents et qui peuvent, vous correspondre également. Mais il faut bien choisir dans quoi vous voulez investir en réalité et sur quoi vous avancez. Quand vous regardez l'onglet ici sur la gauche, vous allez voir que, voilà, on parle de la notion de résidence d'entreprise et on vous donne une définition là-dessus. On vous parle des autres taxes. Alors je vais juste sauter rapidement sur la partie autres taxes parce que les autres taxes, il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans aussi et qui concernent donc, les entreprises. On a parlé de la TVA juste un petit peu avant, je ne vais pas revenir dessus, particulièrement. Il y a évidemment des taxes, sur un certain nombre de produits,
donc on dit ici les produits de première nécessité, les produits, donc matières premières, qui sont ici, je vais juste essayer de traduire en français parce que c'est encore en anglais. Donc ce sont les droits de douane ici, hein, tarifs de droits de douane, donc produits de nécessité, produits de matières premières, biens d'équipement, biens intermédiaires et divers biens de consommation. Bon, OK, ça c'est si vous faites de l'importation vers le Congo, OK. D'autres éléments aussi, bon, on vous parle de la redevance informatique aussi, qui bon, vient s'insérer comme ça dans un certain nombre dans toutes les déclarations douanières que vous faites. OK. Donc l'autre taxe que je cherchais ici, c'était pas, alors vous avez une taxe foncière aussi qui est payable au niveau donc, il me semble des mairies, hem et on a vu ça, on a parlé de la tôle notamment. Donc vous avez alors pour la tôle par exemple, la taxe, la taxe d'occupation. Ici, on vous donne, des chiffres, un peu plus clairs. Donc la taxe d'occupation des immeubles à usage professionnel due par des compagnies pétrolières est d'un montant de 5 millions par permis. Donc ça, c'est pour les entreprises pétrolières. Pour les locaux d'habitation, la taxe s'élève à 60 000 francs pour les maisons situées en centre-ville, 12 000 pour les maisons situées en périphérie, et pour les locaux professionnels, la taxe est de 60 000 francs pour les très petites entreprises, 120 000 francs pour les principaux locaux commerciaux des moyennes entreprises, agences, des grandes entreprises. Voilà. Donc bon, ça n'a l'air de rien comme ça, mais en réalité, ça commence un peu à chiffrer quand vous regardez un petit peu tout ça. D'accord? Bon, droit d'inscription des timbres, on va passer un peu ça. Licence unique, charges sociales. Bon, ça, c'est important si vous souhaitez payer des salaires au Congo. Je vous invite vraiment à vous faire accompagner sur cette partie-là des charges sociales et du calcul des salaires parce que, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut bien connaître et il faut pas se tromper non plus. Donc il y a des documents à remplir importants là-dessus et puis bon, il faut savoir comment on calcule les charges sociales, les cotisations sociales, ce qui doit être, voilà, donné à la CNSS et cetera. Vous avez taxe professionnelle donc qui est donc la patente, hein, on vous parle de la patente. Alors la patente ici, donc pour les contribuables du régime général, le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'exercice précédent déclaré ou liquidé par l'administration au titre, exercice clos 31 décembre de l'année N-1 et à déclaration de l'administration fiscale, entre le 10 avril et le 20 avril de l'année N. Donc il faut payer la patente donc, en début d'année et elle est valable donc juste pour toute une année. Ici, vous avez en fait la grille en fait de ce que vous devez payer pour la patente. Donc si votre chiffre d'affaires, il est en dessous de 1 million de francs CFA, vous êtes à 10 000. Si vous êtes entre 1 100 000 et 20 000 000, vous êtes à 0,75. Donc bah, si vous êtes à 10 000 000, bah, c'est 0,75 de 10 000 000. Pareil ici, entre 20 000 000 et 40 000 000, 0,65 et donc c'est dégressif, plus votre chiffre d'affaires augmente. D'accord? Et donc voilà un impôt qu'il faut payer, donc en plus évidemment de ce que vous avez comme, impôt sur les sociétés à payer. Voilà, donc vous avez un certain nombre d'impôts ici qui sont particuliers. Et on va terminer ici avec la taxe sur les voitures de société. Donc, la taxe sur les véhicules de société s'applique aux véhicules de société de l'exercice précédent et est due au plus tard le 20 mars, à l'exception des breaks. Les voitures particulières des entreprises entrant dans la catégorie des voitures à usage personnel pour la délivrance des cartes grises sont soumises à la taxe. Les taux d'imposition varient de 200 000 francs pour les moteurs ne dépassant pas 9 chevaux à 500 000 francs pour le reste. Les voitures immatriculées il y a plus de 10 ans sont exonérées de taxes. Bon voilà aussi, des éléments qu'on ne dit pas, hein, mais voilà, si vous avez une voiture qui est pour votre société, bah, va falloir il y aura des taxes qu'il faut payer dessus, quoi. Hem, donc je voulais vous montrer aussi autre chose qui moi m'intéressait particulièrement, puisque, quand on parle d'entreprise, évidemment, si vous êtes à l'étranger
et que vous avez donc une société mère, une holding par exemple, qui est propriétaire donc de la société au Congo, vous avez en fait, ce qu'on appelle en anglais le withholding tax. Donc on a dit c'était les taxes, les impôts qui sont, retenus à la source, d'accord? Et notamment, les dividendes sont un des éléments que, il faut bien savoir qu'ils sont il y a un impôt qui est retenu à la source avant que vous puissiez déclarer vos dividendes. Donc quand vous voulez déclarer vos dividendes, en réalité, il y a un impôt qui s'applique ici. Et donc ce qu'on nous dit ici sur le site internet, c'est que, en fonction donc de la situation de votre société, des personnes qui doivent, percevoir donc ces dividendes, des actionnaires, en fonction de s'ils sont dans la CEMAC, s'ils sont étrangers, s'ils sont congolais, il y a différents taux. Et si, il s'agit d'une société qui est propriétaire de la filiale au Congo, mais qui est basée dans une juridiction fiscale différente et qui a un double traité avec le Congo, là aussi pareil, il y a une autre grille il y a un autre pourcentage et un autre montant à payer. Donc en bref, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors sur les impôts retenus à la source, services, dividendes et jetons de présence. Prestations de services, donc les services rendus par des fournisseurs étrangers sont soumis à un withholding tax, donc à la retenue à la source. Il existe 4 tarifs, parmi lesquels le tarif général de 20, le taux moyen de 10, le taux réduit de 5,75 et le taux fixe de 5. C'est ce qu'on avait vu juste un petit peu avant, d'accord? Quand on regardait le document, mais c'est ce qui avait été présenté donc dans l'élément global. Par ailleurs, les entreprises qui n'ont pas de résidence fiscale en République du Congo sont soumises à une retenue à la source de 20 si elles réalisent des revenus réalisés en République du Congo ou en provenance de la République du Congo et qui proviennent de travaux ou de services de toute nature exécutés ou utilisés en République du Congo. Donc, techniquement, si vous vendez des produits au Congo, des services et autres que des gens achètent au Congo, voilà, il y a une retenue qui doit être faite à la source. Alors, je me pose la question de savoir qui doit faire cette retenue-là, parce que c'est une vraie question, d'accord? Mais si vous travaillez avec une entreprise, d'accord? Elle peut faire cette retenue, d'accord? Et on va certainement lui demander de faire cette retenue. Ensuite, ce withholding tax de 20 comprend également les primes transférées à l'étranger en réassurance au-delà de plafond de 50 et encaissées par les sociétés non domiciliées dans les États membres de la CIMA, d'accord? La retenue à la source ne s'applique pas aux fournisseurs résidents d'un pays ayant signé une convention fiscale internationale avec la République du Congo sous réserve que certaines conditions soient remplies. Donc c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on appelle les doubles traités en question. Donc la loi de finances 2023 introduit une retenue de 10 sur les sommes versées par un résident congolais à un résident de tout pays, membre de la CEMAC pour services rendus. Hem, donc un exemple simple, je crois qu'ici, c'est pour dire que, voilà, vous avez, un Gabonais qui rend des services à un Congolais, bah, voilà, il devrait y avoir une retenue de 10. Suite à la convention de la double imposition signée avec la Chine, les taux suivants sont applicables. Donc vous avez en fait des doubles traités d'imposition, qui existent entre la France, l'Italie, la Chine et l'île Maurice et donc c'est pour éviter une double imposition dans les 2 pays. Donc les dividendes ici, pour la Chine, on vous parle ici de 5 sur, l'usufruitier, est une société détenant directement au moins 25 de la société, sinon 10 intérêt 10 redevance 5. OK. Donc là, je vais sauter sur la partie dividende parce que ça, c'est intéressant, surtout si vous êtes, par exemple, en France et vous dites: «Bon, j'ai ma société en France et j'aimerais pouvoir ouvrir une société au Congo». Donc les dividendes distribués par une société congolaise sont soumises à une retenue à la source de 15 sauf si un taux différent s'applique en vertu d'une convention fiscale internationale, par exemple Chine, France, Italie, Maurice ou CEMAC. Le même taux s'applique
aux dividendes distribués à un actionnaire résident. Le traité, Congo-Chine prévoit, une retenue de 5 si le bénéficiaire effectif est une société détenant directement au moins 25 du capital de la société payée, sinon c'est 10. Donc une société chinoise qui ouvre une filiale sa filiale chinoise au Congo, et détient, au moins 25 de parts de cette filiale, et ben, peut payer seulement 5 sur, sur le la déclaration des sur la déclaration des dividendes. Au titre des conventions fiscales entre la France et le Congo et l'Italie et le Congo, la retenue à la source est de 15 et pour, la République du Congo et l'île Maurice, il s'agit donc de 5 il n'existe pas de taux spécifique défini par la convention fiscale CEMAC. Voilà, on parle de jetons de présence, je sais pas exactement ce que c'est. Peut-être si on je attendance fees? OK, attendance fee, OK. C'est jetons de présence, OK. 17. Donc voici un petit peu les éléments. Alors ici, il y a un tableau récapitulatif, sur justement les sociétés résidents, les particuliers résidents, et les traités qu'il y a avec les différents pays. Donc vous pouvez voir et en fonction de votre situation, vous savez à peu près ce que vous allez, payer, heu, au Congo, donc pour des dividendes, pour, des intérêts. Si vous avez prêté de l'argent et qu'on vous rembourse, vous payez donc aussi un taux sur votre remboursement de capital. Les sociétés résidents, les particuliers, bref, vous avez donc tout le tableau. Donc c'est pour ça que ce site-là, taxsummaries.pwc.com, je suis pas payé pour vous parler de ce site en particulier, mais en tout cas, il est vraiment, très intéressant. Il vous donne beaucoup d'informations, sur ce qu'on peut y retrouver. Évidemment, vous avez d'autres sites, hein, qui sont très intéressants. Mais voilà, je trouve que celui-là, il est plutôt pertinent, il est bien fait, et voilà, il est toujours à jour, quoi. Donc vous pouvez suivre un petit peu tout ça. Après la question, ça va vraiment être pour vous de savoir si effectivement, vous avez une connaissance un peu en termes de vocabulaire juridique et fiscal. Ça, c'est des choses que vous pouvez aller chercher et vous éduquer là-dessus, hein, comme je suis en train de le faire là aujourd'hui à titre personnel. Mais voilà, il s'agit vraiment de vous intéresser à ce genre de questions. Donc, hem, alors, je vais revenir un petit peu sur, la présentation, continuer un petit peu. On a parlé donc, des différents impôts et taxes et je vous ai montré quels étaient ces impôts et taxes. Vous avez donc aussi, il y a une question sur: est-ce que le système, fiscal congolais est compétitif? Ça, c'est une vraie question, d'accord? C'est une vraie question que moi aussi je me pose. Donc, hem, c'est vrai que pour répondre à cette question, c'est assez subjectif, mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait, peut-être vous intéresser. Je vais repartager mon écran ici. C'est un classement qui a été fait par une organisation qui s'appelle Heritage, heritage.org. Si je retrouve bien, voilà, c'est donc c'est une organisation qui, voilà, essaye de faire la revue d'un certain nombre de pays et d'évaluer un petit peu la liberté économique que vous avez dans ces pays-là. Alors c'est pas attrait sur directement la fiscalité, mais évidemment il y a un élément qui est très important, là-dessus. Mais surtout, l'idée c'est que, on puisse un petit peu avoir une idée de comment les événements un petit peu géopolitiques mondiaux façonnent certains pays et comment certains pays, deviennent plus attractifs que d'autres ou comment ils capitalisent sur certaines opportunités et ça, des fois, c'est bien, c'est intéressant. Il y a un classement un petit peu comme à l'image du Doing Business qui utilise un certain nombre de paramètres et d'éléments à identifier, à analyser et donc en fonction des pays, ça augmente, ça monte, ça descend. D'accord? Donc on vous parle un petit peu ici donc des principales conclusions donc de l'indice de 2024. Là on vous dit ici, l'indice 2024 donc examine les politiques
et les conditions économiques de 184 pays souverains du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 révèle une économie mondiale qui, prise dans son ensemble, est pour l'essentiel non libre. Malheureusement, le score moyen mondial en matière de liberté économique a encore baissé par rapport au 59,3 de l'année précédente et est désormais le plus bas depuis 2001, seulement 58,6. À l'échelle mondiale, la solidité budgétaire s'est considérablement détériorée. Les déficits croissants et l'augmentation de la dette publique dans de nombreux pays ont fragilisé et vont, probablement encore affaiblir la croissance globale de leur productivité et en fin de compte conduire à un ralentissement économique plutôt qu'à une croissance dynamique. Donc bon, voilà, les conclusions sont assez longues, je vais pas vous les toutes les lire, mais voici un petit peu, quels sont les éléments qu'ils utilisent donc, ce qu'on appelle en anglais the rule of law, donc la gouvernance, hein, la règle de la loi. Comment on applique la loi, donc ici, on a les droits de propriété, on a, l'efficacité judiciaire et donc on a l'intégrité gouvernementale, d'accord? Et donc ici, évidemment, on fait référence un peu à la corruption. Vous avez ensuite la taille du gouvernement avec, la pression fiscale, d'accord? Tax burden, c'est la pression fiscale, les dépenses publiques, government spending et puis donc la santé fiscale, d'accord? D'un pays. Donc on vous dit ici, par exemple, les taux moyens d'imposition sur les revenus des particuliers et des sociétés pour tous les pays de l'indice 2024 sont respectivement d'environ 30 et de 25. Le niveau moyen des dépenses publiques continue d'être environ de 31 du PIB, mais le niveau moyen de la dette brute a dépassé 65. Donc quand vous regardez ces chiffres-là, on peut déjà essayer de se positionner vis-à-vis du Congo. Je ne l'ai pas dit, ici parce qu'on se focalise vraiment sur les entreprises, mais c'est important de comprendre que, notamment sur la partie des impôts, si vous avez une entreprise et que vous souhaitez à un moment donné vous payer des dividendes parce que votre entreprise a fait un superbe chiffre, pour, une année ou une autre, la question de votre résidence fiscale à titre personnel est importante, parce que vous serez aussi, tributaire de payer des impôts sur l'argent que votre société vous donne. Puisque vous avez votre identité personnelle, fiscale et vous avez l'identité, on va dire, de la société d'un autre côté. Chacune a son, je dirais, sa résidence fiscale et donc est imposable sur, ses revenus. Donc vous, quand vous recevez des dividendes de la part de votre société, eh bah, c'est considéré comme des revenus. Si vous recevez des revenus de la part de location, si vous recevez des revenus parce que vous avez, heu fourni un service, vous avez été invité pour une conférence, on vous a payé pour ça, tout ça, ce sont vos revenus personnels. Donc en réalité, tout ça est imposable dans votre résidence fiscale. Donc c'est pour ça que le choix de votre résidence fiscale est importante et consolider et créer une stratégie autour de votre résidence fiscale, la résidence fiscale de votre entreprise et on va mettre un peu une complexité ici de vos permis de résidence si vous êtes étranger, vous habitez dans un autre pays, votre nationalité, tout ça en fait mis ensemble vous permettent d'optimiser, ce que vous payez comme impôt en fait, peu importe où vous êtes dans le monde et ça c'est quelque chose de particulier. Je vous montrerai un livre, que moi je suis en train de lire en ce moment qui justement parle, à fond de ça. On continue donc sur l'efficacité, réglementaire, donc sur, tout ce qui est, application du droit, hein, dans une mesure, donc la liberté, de faire des affaires, le marché du travail et puis donc la liberté, monétaire. Vous avez l'ouverture des marchés, donc l'accessibilité des marchés, d'accord? Donc, la liberté de faire du commerce, l'investissement et puis donc, l'accès au système financier et aussi à tout ce qui va être, comment on dit encore en français? Pas la liberté financière, mais disons, tout ce qui va être, je sais pas comment je peux dire ça, mais, tout ce qui va faire référence à l'attractivité financière, en fait, d'un pays, en fait et du système financier. Donc ensuite, vous avez, 2024 Index of Economic Freedom, World Ranking, OK? Donc vous avez donc tous les éléments qu'on a vus, juste en haut qui sont mis ici, d'accord? Donc les pays les plus libres, bah, voilà, on vous les avez ici tranquillement. Donc Singapour, la Suisse, l'Irlande et Taïwan, ce sont les 4 premiers, hein, qui se partagent, le haut du panier ici.
Voilà, pays asiatique, Singapour, hein, qui a un système bancaire très, très fort, hein. Vous voyez ici Financial Freedom à 80, la Suisse 90, l'Irlande 70, Taïwan 60, c'est plutôt très, très fort. Quand on vous parle de la pression fiscale, bah, la pression fiscale, elle existe quasiment pas ou très, très peu. Ici, vous avez un résultat de 90, 70 pour la Suisse, 78, 79 pour Taïwan. Ce sont de très, 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 très bons scores. Santé fiscale, ici, on vous dit santé fiscale. La Suisse aussi, la Suisse presque devrait être en premier, hein, en réalité. Si c'était pas pour, la pression fiscale, il serait certainement premier. Bon, ici, sur la liberté, du travail, du marché du travail, bon, il y aurait peut-être des efforts à faire aussi, c'est un petit peu bas. Mais la Suisse, voilà, c'est un pays qui est très, très bien géré, la Suisse, vraiment très, très bien géré. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent aller là-bas, et puis vivre leur vie, quoi. C'est vraiment un très, très bon pays. L'Irlande aussi, en Europe, qui est aussi un très, très bon pays, on le voit par les résultats. Ils sont dans un mouchoir de poche, hein, quand vous regardez, le score global, 82,6, et 83 pour la Suisse, 83,5 pour Singapour et 80 pour Taïwan. Le Luxembourg aussi est pas très loin. Mais voilà, vous avez tout ça. Alors, vous allez me dire: «Mais, le Congo dans tout ça», donc d'abord, on va regarder le premier pays africain dans l'histoire parce que c'est ça aussi qui nous intéresse, hein, on est aussi une chaîne africaine. On va regarder premier pays africain, donc on a l'île Maurice ici à la 19e position, d'accord? Maurice donc 71,5, d'accord, et les résultats sont pas trop mauvais en fait en réalité. Même tax burden on vous dit 91 tax burden, donc c'est même mieux que Singapour ici, pour l'île Maurice, c'est quand même dingue. Et voilà pareil, qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi en relation avec les taxes? La santé fiscale de Maurice. Donc on est à 30, donc ça veut dire que Maurice, ils sont certainement très endettés en ce moment, d'accord? Mais voilà, ça reste quand même un super endroit, un super pays aussi. Dubaï que tout le monde aime, voilà, sont ici 22e. Ensuite, deuxième pays africain, dans le classement, et ben vous avez le Botswana qui est là dans le classement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, après c'est tout, hein, voilà. Vous avez seulement Botswana et donc Maurice qui sont dans le top 40 on va dire. Hein, top 30 même, top 40. Ensuite, bah, vous allez avoir ici à partir de 44, donc là, ça commence à devenir des pays un peu moins bien. Dès que c'est en orange, c'est un peu moins bien quand même. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme pays africain? Bah, on a le Cap-Vert qui est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je peux pas me tromper de page. Attendez. Donc, le Cap-Vert, OK, parfait. La France, vous voyez la France ici? La France est 62e en termes de liberté économique. 62e. C'est dingue, hein? Donc Cap-Vert aussi 3e pays, d'accord, 3e pays africain. 4e pays africain, c'est lequel? Ça va être Sao Tomé, suivi des Seychelles. Donc c'est marrant, hein, mais bon voilà, c'est des endroits, intéressants pour aller faire du business en réalité, hein. Sao Tomé, et Seychelles. Bizarrement, voilà, ils sont un peu plus libres que d'autres pays. Sao Tomé, Seychelles, donc on retient Maurice, Botswana, Cap-Vert, Sao Tomé, Seychelles, voilà les pays ici. Et puis après, ben voilà, on commence à rentrer dans comment on appelle ça? Dans le dans le orange. Là, c'est vraiment ça craint. Ça craint donc bon, ça craint pas encore, mais ça commence à sentir un peu. Bon, Saint-Vincent et Grenade, Monténégro, OK, Colombie, Tonga, Tanzanie, d'accord, qui reste quand même,
Voilà, très haut placé dans le classement régional et puis après vous allez avoir Côte d'Ivoire, la Gambie, Bénin et cetera. Bon, le Congo, on va sauter tout ce monde-là, on va aller chercher le Congo directement. Il faut aller le trouver donc dans la liste, rouge, n'est-ce pas? Donc ceux qui ont un score de moins de 50, hein, moins de 50. Donc ici le Congo, bah, il est là, 157e position, d'accord? 38e, au rang, régional. Bon 38e sur 54 pays, c'est déjà aussi pas bon, mais on est à 47,8. Donc ici, on avait dit que c'était je crois que c'est la troisième colonne, attends, je vais juste regarder un peu, donc c'est quatrième colonne, tax burden, donc la pression fiscale. Pression fiscale ici, quatrième colonne, donc on est à 75,5. Tu imagines un peu le truc? Tax burden, c'est dingue, hein? On est vraiment voilà, la pression fiscale au Congo, c'est ça. Hem, c'est à peu près ça. C'est voilà, c'est vraiment pas top. Bon, pour ceux qui aiment la RDC est 160e. C'est pas mieux que le enfin c'est un peu c'est un petit c'est largement pire que le Congo, mais voilà, c'est pas mieux en termes de pression fiscale aussi, voilà, on est presque pareil. Et puis après, bah, voilà, c'est tous ces pays-là qui sont pas top, quoi. Turkménistan, voilà, Suriname, Sierra Leone, Algérie, Bolivie, Guinée-Bissau, Burma, je sais pas ce que c'est Burma. Hem, L'Afrique, Centrafrique et puis l'Iran, voilà. Donc sur les 160, ah oui, oui, ça continue, pardon. Donc 176 pays, d'accord, avec certains qui ont pas été classés, bon, mais voilà, 176 étant le dernier, Corée du Nord avec, 0 liberté, donc voilà. Cuba, n'en parlons pas. Venezuela, pareil. Soudan, c'est la même chose. Érythrée, OK. Bon et puis donc voilà, le Congo, lui, se trouve là. Alors, j'entends bien que c'est des classements qui sont faits par, des institutions européennes ou, occidentales et autres et qui mettent forcément des pays un petit peu intéressants en haut du panier. Bon, vous avez, quand même des pays européens qui sont très, très mal classés. On a vu la France, hein, 67e position. Il y a une pression fiscale en France qui est juste absolument dingue. Donc vous le voyez, la France est très, très mal classée. 62e ici, bon. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu il faut prendre aussi ces éléments-là en compte. Moi, je vous conseille pas je suis pas là pour vous conseiller de dire qu'il faut vous créer votre entreprise en France ou la créer au Congo ou la créer, à Singapour ou à comment on appelle ça? Ou en Suisse, mais il y a des avantages et des inconvénients pour chacun de ces pays et donc c'est à vous de voir comment vous souhaitez vous insérer là-dedans parce que, c'est à mon sens des sources d'informations pertinentes et utiles, sur ce qui existe. Alors, on va terminer là avec, les zones économiques spéciales rapidement, pour vous parler un petit peu de tout ça. Donc les zones économiques spéciales, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'à la base, les zones économiques spéciales sont en fait des zones dédiées pour, d'activités économiques, d'activités commerciales, et donc chaque pays a une politique bien particulière là-dessus. Le Congo a voulu se doter, de zones économiques spéciales, donc on en a retenu 4. Il y en a une qui est en construction, les autres, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer avec. Mais j'ai trouvé sur internet le la présentation donc, des zones économiques spéciales, la présentation des zones économiques spéciales, donc je vais vous le montrer ici vite fait, pour que vous ayez une idée de quoi on parle. Alors c'est un document qui à mon sens est certainement un petit peu vieux, d'accord? Qui mérite d'être mis à jour, mais bon, toujours est-il que l'idée de base est toujours là, elle est toujours pertinente. Donc, présentation des zones économiques spéciales, ici, avec donc 4 zones. La zone de Ouesso, la zone d'Oyo, la zone de Brazzaville, la zone de Pointe-Noire. Donc ce sont les 4 zones économiques spéciales. Donc on vous dit ici que ça désigne un espace géographique délimité au sein du territoire de la République du Congo,
constituant une zone de développement prioritaire administrée par un organe spécifique de planification et d'aménagement. Donc l'idée de base de toutes ces, zones économiques spéciales, c'est d'attirer des investisseurs qui viennent et qui créent en fait de l'activité économique nécessaire donc dans certaines zones. Donc on a besoin, d'entreprises dans le nord à Ouesso, dans le centre du pays, dans le sud et cetera, pour que voilà, on crée de l'activité économique, qu'on puisse créer des emplois et cetera. Donc là, on vous montre quelques éléments. Donc là, c'est la zone économique spéciale de d'Oyo ici avec une carte, bon qui, délimite un peu les zones. Donc c'est la petite zone là que vous voyez en vert foncé, d'accord? Donc on vous parle d'une superficie de 760,318 hectares, d'accord? Donc les activités retenues pour cette zone, c'est la production de cultures alimentaires et de rente, élevage du bétail, transformation des produits agricoles, transformation des produits agricoles, non comestibles, sylviculture, pisciculture, services commerciaux, tourisme, recherche et services financiers. Donc évidemment, bon, ils nous vont nous parler ici de création d'emplois. Bon, tout ça, c'est des chiffres, des prévisions, mais qui ne sont, je dirais, n'engagent que des gens qui y croient, hein, parce que, on viendra jamais vérifier tout ça. Bon, on nous dit quand même que le coût d'investissement, pour construire, la 1re phase le coût des investissements pour la construction de la première phase des infrastructures de la ZES est estimé à la somme de 234 millions de dollars, et concerne entre autres les terrassements, les routes, la mise à niveau donc de l'usine de traitement d'eau de ville, d'Oyo, d'accord? Le drainage des eaux pluviales et cetera. Bon, je vous passe l'impact sur le PIB parce que franchement ça c'est pas on s'en fout un peu. L'agence de planification, bon OK, ça c'est pas hyper important. Il y aura une autorité de régulation des S, bon, on imagine bien pour régler les conflits à l'intérieur des S et puis aussi défendre le droit de ceux qui sont à l'intérieur, d'accord? Il y a évidemment une loi qui régit donc la création donc des S. On va sauter un petit peu pour montrer, les autres zones économiques, spéciales. Alors est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ça? Alors ça c'est donc toujours la première ZES, est-ce que je crois bien? Ouais, ça c'est toujours la première ZES donc ici on vous montre en fait les zones. Donc en fait la ZES, la zone économique spéciale ne va pas être, juste dans un seul endroit. Vous allez avoir plusieurs morceaux de terrain si vous voulez, donc avec plusieurs éléments, qui vont permettre de faire différentes activités, d'accord? Donc ça c'est pas encore en route de ce qu'on nous a expliqué. Hem, Par contre, celle qui est en route, on sait qui est en construction et le président est allé inaugurer les travaux, c'est la zone économique de Pointe-Noire. Donc ici, vous avez une idée de où est-ce que ça sera situé. Donc vous avez Lubou ici sur le côté, Mabindu, Luango là-bas. Hem, donc voilà, bon ici les informations sur la carte sont trop petites malheureusement pour qu'on puisse les lire. Donc la zone économique spéciale de Pointe-Noire couvre 3 150 hectares. Étude de faisabilité faite par un cabinet singapourien Jurong. Bon, OK. Et donc les activités retenues, donc les produits pétroliers raffinés, les métaux et l'ingénierie, les produits chimiques, l'industrie alimentaire, et les boissons, produits minéraux non métalliques, le bois, le papier, production des produits en plastique verrerie, l'imprimerie et l'édition, la répartition de l'installation des machines, les services liés aux activités visées ci-dessus, le tourisme, la recherche et les services financiers. Donc en fait, voilà, c'est toutes les activités si vous avez une activité comme ça, vous voulez vous installer dans la zone économique spéciale, potentiellement, vous avez une carte à jouer pour aller là-bas. Zone de Wesso, bon pareil, hein, vous avez une petite carte. Bon, les informations sont un peu trop petites ici, mais on vous dit voilà, où se trouvent les routes, et puis donc clairement, si je vois bien, donc la zone économique spéciale devrait être, je pense, ce petit morceau en rouge là, d'accord.
Donc ici, on nous parle de 64, est-ce que c'est 64 000 hectares? Je pense que c'est 64 000 hectares. Heu, donc on vous donne les éléments de la première phase, troisième phase. Bon, tout ce document, il est disponible sur internet, hein, sur le site, zes.gouv.cg, site/défaut/file présentation ZES, vous allez retrouver là-bas. Voilà, les investissements à faire. Ici, on vous parle de 1,2 milliard de francs CFA pour la ZES de Wesso, heu, ce qui est beaucoup quand même. Les bénéfices, bon, OK. Et puis vous avez, voilà, la zone économique de Brazzaville. La zone économique de Brazzaville, bon, ici, c'est bizarre de voir c'est quoi la zone en question. Est-ce que c'est ce petit morceau-là? Je crois que c'est ce petit morceau-là, ici, au milieu, qu'on voit là, délimité par une espèce de forme géométrique là. Voilà. Donc bon, c'est pas très, très grand. Mais on parle de quand même 1 hectares. D'accord. Donc on vous parle des différentes phases ici, hein. Je saute rapidement parce que bon, c'est pas vraiment l'objectif, mais c'est vraiment pour informer, dire que voilà, c'est des choses qui existent. Emploi à créer, bon OK, ça c'est des choses. Les investissements, bon, qui sont quand même assez faramineux, hein, pour, développer les zones économiques spéciales. 58 milliards de francs CFA pour la valorisation du parc, c'est juste dingue. Bon, les impacts et autres. Je vais voir s'ils ont mis, voilà, bon, c'est tout. Ils ont pas mis, la liste des activités retenues sur, bon, voilà, vous avez en tout cas, des informations intéressantes. Donc l'idée des aides, c'est que vous puissiez bénéficier d'un certain nombre de, je dirais, abattements fiscaux, si vous vous installez dans une zone économique spéciale. Bon, il faut que les zones économiques spéciales soient, en je dirais, en marche et utilisables et que vous puissiez aller vous installer là-bas. Mais là encore, la question sur comment vous allez vous installer là-bas, qui va s'occuper de ça et cetera, et comment les autorités de régulation vont être là pour faire le gendarme. Donc ça, c'est encore des choses qui sont un peu floues. Pour l'instant, il faut de l'argent pour développer ces zones économiques spéciales. Visiblement, bon, c'est le Congo n'a pas d'argent, pour l'instant pour ça, sinon ça serait déjà fait. On en parle depuis un certain temps de ces zones économiques spéciales, mais ça reste quand même un outil intéressant, donc c'est pour ça qu'on a voulu le mettre dans cette présentation, hem, pour parler un petit peu donc de la fiscalité. Hem et c'est à peu près tout ce que j'ai, pour vous. Après, je vous dirais que voilà, vous pouvez retrouver pas mal de sources d'informations sur lesquelles moi je me suis appuyé. Donc vous avez le Desk Afrique de Deloitte, qui est aussi un site intéressant où vous pouvez trouver des informations, pertinentes, dessus, voilà, qui est assez sympa. J'ai trouvé aussi un blog, le blog de benny-bossouma.com, qui lui aussi parle un petit peu de taxes et impôts sur, le site, et c'est pareil, c'est très, très sympa. Le centralafricataxguide.com, pareil, là aussi, vous avez des informations sur, l'ensemble de l'Afrique centrale en termes de taxes et d'impôts et de systèmes fiscaux. Le World Tax Summaries PwC, bon, c'est celui sur lequel on était. Le site, des avocats Gomes aussi, et puis droit-afrique.com. Voilà des sources très intéressantes, sur lesquelles vous pouvez donc, voilà, vous comment dirais-je? Apprécier un petit peu tout ce contenu-là. En tout cas, j'espère que ça a pu être intéressant, pour vous, que vous avez pu trouver des informations. Cette vidéo a été un petit peu longue, mais c'est vrai que le système fiscal et parler de système fiscal dans sa globalité, au moins de toucher quelques éléments, ça a pris un peu de temps. Il y avait vraiment c'est assez dense. J'espère qu'au moins tout ce condensé vous a permis d'apprendre des petites choses, qui étaient, intéressantes et potentiellement, valables, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà, je vous invite à retrouver donc, notre chaîne YouTube, et notre podcast, sur des différentes plateformes, et puis également, bah, voilà, vous pouvez, je vous mets le QR code ici, là, que
vous pouvez scanner, qui vous renverra donc vers notre site internet et qui vous permettra d'accéder à tout notre podcast, tout simplement gratuitement, voilà. Hem, voilà. En tout cas, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à regarder les autres vidéos donc, sur la création d'entreprise avec des éléments à l'appui comme nous avons fait, ici et également aussi donc, nos vidéos sur la domiciliation d'entreprise au Congo, et puis aussi de notre vidéo sur, les comptes bancaires. Si vous avez une entreprise, vous avez absolument besoin d'un compte bancaire donc, voilà, on a une vidéo aussi là-dessus. Donc n'hésitez pas, jetez un coup d'œil, laissez vos commentaires, soit sur Facebook, soit sur Insta, soit sur, Twitter également aussi, nous sommes là-bas, de nous dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que si on a oublié des éléments, si on a tout dit, si on n'a pas tout dit, bref. L'idée ici n'était pas de faire un cours de fiscalité, mais juste de donner quelques informations en filigrane, de manière à ce que vous puissiez avoir au moins une base pour comprendre ce qu'il y a et creuser sur les éléments qui vous intéressent le plus et d'aller plus loin et de vous faire accompagner si besoin dans, l'ouverture de votre entreprise. Voilà.